grand jour à plusieurs égards. Et un des égards est d'applaudir Amandine. Donc, vous êtes ici pour ceux qui découvrent le lieu, pour ceux qui ne nous connaissent pas avec Béné. Vous êtes ici à Terre d'éveil, et Terre d'éveil est un lieu qui nous inspire beaucoup, un lieu avec un supplément d'âme qui fait du bien. Et donc, c'est ici qu'ont lieu les parcours d'Edo-Coaching. Je vais expliquer ce qu'est l'Edo-Coaching et pourquoi ces parcours et pourquoi cette école. Mais aujourd'hui, nous remettons à Amandine son certificat d'Edo-Coaching et d'Edo-Coach. Et donc, si tu veux nous dire un petit mot, Amandine, de la singularité avec laquelle tu vas déployer ton écoute. Voilà, merci. J'ai un petit public aujourd'hui. Donc en fait, moi j'ai mis un petit peu de temps à déterminer comment je voulais déployer mon activité parce que le coaching c'est une posture, on n'a pas arrêté de nous le répéter en formation. Et donc j'ai profité du fait que j'ai un bagage dans le monde du théâtre, de l'audiovisuel, la réalisation, le journalisme, la communication, pour mettre tous ces outils-là au service de l'accompagnement, de la prise de parole en public et d'estime de soi. Donc là, on ne se sent pas légitime, ou même parfois des personnes ont le sentiment d'avoir de l'expérience, mais se sentent un petit peu finalement pas du tout légitimes à s'exprimer parce que ce sont ces personnes-là. Et donc j'accompagne depuis un petit moment, mais j'attendais ma certification avec impatience. Et donc la voici. Oui, alors l'Edo-Coaching, juste en quelques mots, parce que le mot coaching est depuis pas mal d'années relativement galvaudé à mon goût. Donc il faut des coachs pour tout, en tout, etc. Donc ici à Edo-Coach, on a voulu lui redonner sa juste place, partant du principe que, comme le dit Amandine, on le dit et on le redit, dans mon dictionnaire, le coaching, c'est une vraie posture, c'est une posture d'écoute active, qu'on peut mettre au service de plein de choses, qu'on peut mettre au service d'un métier de relation d'aide, mais qu'on peut mettre aussi au service d'une transition de vie, qu'on peut mettre au service de l'écoute de soi, qu'on peut mettre au service de son leadership, qu'on peut mettre au service d'une posture d'enseignant, de médecin. Donc c'est un univers très très large, mais l'écoute, elle s'équipe. Il y a des outils pour écouter. C'est pas une simple papote, c'est pas juste de dire bon ben voilà, oui je t'ai entendu. Non, l'écoute est un art et on a voulu en faire donc des parcours d'Edo-Coach. On en a 2 par an, un en automne, un au printemps. Pour les curieux, les dates du prochain parcours de printemps sont affichées. Et donc Rencontre âme s'inscrit un petit peu dans cette philosophie. Donc moi j'ai démarré mon cabinet en 98, j'étais une extraterrestre à l'époque, le mot coaching n'existait pas justement, et le mot être bien dans nos vies, c'était un peu utopique. Et j'ai fondé une philosophie d'accompagnement à laquelle je crois beaucoup qui s'appelle l'Edo-performance. C'est par le plaisir qu'on est performant de manière juste et pas de manière guerrière. Donc j'accompagne sur la fluidité, l'alignement, les ancrages intérieurs pour mieux rayonner ensuite. Et Rencontre âme, donc j'accompagne beaucoup d'entreprises, d'équipes, je donne des conférences, enfin je suis un pigeon voyageur là où les rencontres m'appellent. Et Rencontre âme s'inscrit dans l'idée de dire que comme l'écoute est un vrai art, lorsqu'on la met au service de quelque chose, il se passe autre chose. Et nous avons invité, avant de vous présenter Chris et Quentin, nous avons invité à plusieurs éditions de Rencontre âme des personnes qui sont venues témoigner, donc on ne vient rien décréter, on vient juste se poser, parler et échanger ensemble, en disant ben, qu'est-ce qui fait grâce à l'écoute par exemple, une reporter de guerre, Françoise Walmac, que vous connaissez peut-être, est venue ici parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Raconter la guerre aux enfants. Et elle est venue pour témoigner, enfin en tout cas j'ai trouvé extraordinaire de voir que Françoise, grâce au regard qu'elle porte sur un sujet peut-être
le plus atroce qui soit, enfin en tout cas une des atrocités, mais qu'est-ce qui fait que grâce à l'écoute, elle peut encore garder de l'espoir et un regard d'émerveillement finalement sur comment est-ce qu'on peut raconter ce sujet à des enfants. On a également accueilli deux mamans, une maman d'une fille qui a été victime des attentats et une autre maman dont le fils est parti en laissant une lettre sur la table de la cuisine parce qu'il est parti en Syrie en disant « Maman, ne m'en veux pas, mais je m'en vais ». Et donc ces deux mamans n'avaient aucune raison de tomber dans les bras l'une de l'autre, si ce n'est qu'elles ont compris qu'en s'écoutant toutes les deux, elles avaient les mêmes larmes. Et que donc elles ont maintenant écrit un livre à deux pour relier et retisser des liens dans un monde qui hurle légèrement, le mot est faible. On a accueilli Sébastien Drillon, qui est chef d'entreprise. La magie fait que son papa lui avait fait la surprise d'être là. Et Sébastien a repris l'entreprise familiale avec une conviction de prendre le leadership de l'entreprise avec une qualité d'être plutôt que de faire. Sébastien a fait le parcours d'Edo-Coaching et aujourd'hui il pilote l'entreprise reprise de son papa. Ils sont 700 personnes et ça marche. Donc on peut se dire c'est loin d'être utopique, quand on écoute, quelque chose se passe. Voilà, je pourrais vous citer d'autres éditions, mais on va surtout accueillir Chris et Quentin. Comment nous est venue l'idée finalement de proposer ce thème intense, ce thème qui peut bousculer, ce thème que nous avons tous à accueillir, la vie face à la mort. On a partagé des retrouvailles récemment, enfin on garde le lien bien sûr, mais on s'est revus autour d'une table. Je ne dansais pas dessus. Oui, parce que c'était... Et moi, je trouve que la manière dont tous les deux vous traversez ce cap d'une information qui a été donnée il y a un peu plus d'un an et qui change le regard sur beaucoup de choses, méritait un écrin pour nous faire le cadeau, parce que vous nous faites un cadeau, de pouvoir nous exprimer l'un et l'autre ce que vous traversez, nous exprimer l'un et l'autre finalement en quoi ça peut peut-être nous aider tous à magnifier nos vies. Et vous avez dit oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chris, d'abord on a une histoire de cœur toutes les deux, au-delà d'être amis. Nous avons, il y a quelques années d'ici, eu la chance de coécrire un livre qui a été édité chez Erol, qui s'appelle En quête de sens et d'harmonie. Et j'avais envie d'écrire depuis longtemps. Et je dis un jour à un ami qui venait de terminer son livre, je dis « Comment est-ce qu'on écrit un livre ?» Et il me donne une réponse qui est bien énervante mais tellement juste. « Ben, commence. » Et donc, dans des années, je ne commençais pas. Et une évidence m'est venue de dire « Mais commence à partir du moment où c'est le métier de l'humain qui m'anime et les rencontres qui m'animent. » La coécriture, pour moi, a été l'évidence qui fait que j'ai dit à Chris « Ça te dirait, avec ton regard de journaliste, et moi peut-être mon regard d'accompagnatrice, d'écrire à quatre mains. » Et on a passé des rendez-vous d'écriture juste exceptionnels. Enfin, j'en ai un excellent souvenir. Et voilà, tout ça s'est mis sur notre route. Et Chris aujourd'hui, ben, voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, elle est journaliste et elle s'intéresse, au-delà de l'écriture de récits de vie, à penser à de nouvelles rituels. De nouveaux rituels. De nouveaux rituels. De nouveaux rituels, surtout à contrer la marchandisation de la mort et donc à créer de nouvelles approches de la mort plus joyeuses, plus festives et surtout moins commerciales. Voilà. Vaste sujet. Et culturellement, je crois qu'on a encore énormément de chemin à faire, en tout cas chez nous. Et puis Quentin, c'est un passionné. Alors, vous allez voir que Quentin est décalé. Il a un parcours décalé. Parce que c'est un architecte, mais pas n'importe quel architecte. C'est un passionné qui a dit, ben, plutôt que de faire mon service militaire comme tout le monde, je vais partir au Maroc et tu vas nous raconter ta passion de Marrakech et la manière dont tu en as fait quelque chose aussi dans toute la transmission. Et Quentin, ben voilà, a appris une information
de choc il y a un peu plus d'1 an, je pense. Janvier 2024. Voilà. Et donc on va ensemble, parce que c'est comme ça que Rencontre âme fonctionne, on va être dans le partage, déjà dans le partage à nous trois, de voir ce qu'on a envie de témoigner de tout ça et de peut-être transmettre, parce que je crois qu'il y a aussi de l'ordre de ça quand on est dans cette préparation, sur ce chemin, de dire mais qu'est-ce que chacun de nous on a envie d'offrir après notre passage ici. Alors, pour commencer, peut-être quand on a annoncé, quand vous avez reçu cette information, tu as mis très vite sur ton chevet, sur ton livre de chevet, le livre de Servan Schreiber. Oui. Et j'aimais bien parce que tu peux peut-être expliquer que tu as dit, dans le livre on dit quand on ouvre la fenêtre. Oui, Oui. ça. Donc, bon, alors, merci. Bon, merci à tous d'être. C'est impressionnant de parler. Enfin, moi j'ai été prof aussi, et donc je parlais devant un auditoire, je me suis forcé à le faire pendant longtemps. Mais ici c'est très différent, parce que j'ai l'impression d'être tout à fait dans un autre rôle, donc de parler un petit peu d'une expérience personnelle, d'une expérience qu'on vit à deux, qui est qu'on vit avec cancer, qui est incurable. Bon, voilà. Donc, comment ça se passe cette histoire, voilà, et je remets des dates peut-être là-dessus. Je termine mon dernier cours, je dirais vraiment décembre 2023, et puis j'étais pas très bien, j'étais un peu jaune on va dire, et donc j'ai mon dernier cours, mais Chris me dit qu'il faut que tu ailles voir un médecin, il me dit on va faire une prise de sang, et puis on fait une prise de sang, j'avais encore des jurys de fin de semestre à boucler. Et puis 7h du matin, je fais une prise de sang à 9h, le médecin téléphone, non, tu vas pas à ton jury, tu vas directement aux urgences. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris que j'avais une tumeur qui cachait le pancréas et que voilà, il fallait un petit peu hospitalisation directe. Et donc bon, on a d'abord cru que c'était un cancer du pancréas, puis on a pensé que c'était un cancer des voies biliaires, et puis comme il y a dans les analyses de biopsie, une instabilité des microsatellites qui était... Une analyse génétique qui a permis de... Ouais, c'est ça. Donc, on a su que ça ne pouvait pas être là, donc c'était le duodénum, et puis ils ont vérifié aussi par des scanners plus précis. Donc voilà, j'ai un cancer du duodénum. Duodénum, je ne savais pas trop ce que c'était avant, maintenant je sais. Donc c'est juste en dessous de l'estomac et avant l'intestin, là où donc le foie et le pancréas viennent injecter leurs petits produits pour la digestion. Donc voilà. Et puis il était déjà métastasé dans les ganglions, dans les glandes surrénales, etc. Donc stade 4 direct, pas opérable. Donc ça fait un petit peu pouf quand on a une nouvelle comme ça. En tout cas, le médecin me dit, mais moi j'ai bien apprécié. Prise beaucoup moins, que le médecin dit, voilà, monsieur, je vais vous dire que je ne peux pas vous guérir. Donc c'était un peu dur, mais moi j'ai bien aimé cette franchise et ça m'a fait du bien en disant, voilà, moi je sais ce dans quoi on entre. Et tu évoquais d'ailleurs, donc, de dire d'avoir tout à coup quelque chose de précis. Oui, c'est important. Oui. C'est important. Et puis après, bien sûr, cancer, machin, etc. Donc j'ai reçu 3 fois le livre de Servan Schreiber, des personnes bien intentionnées, anti-cancer, qui disent oui, c'est quand même la Bible de. Voilà, mais c'est bon, et on le lit d'abord en diagonale, parce que c'est beaucoup de conseils de nutrition, etc. Ce n'est qu'après que je me suis dit, si je lisais in extenso, et c'est là que il commence son livre en disant, voilà, il y a 17 ans qu'on m'a annoncé ça. Quand même, il a survécu longtemps, par des voies parallèles. Mais quand je suis dans la salle d'attente du médecin, je sais pas, dans une ville américaine, là, il travaillait là-bas,
je regarde par la fenêtre, il était au 15e étage, je vois les gens qui sont dans la rue et qui circulent, etc. Et me saute à la conscience tout à coup le fait que je ne fais plus partie de ces gens-là, je suis éjecté de ce monde-là. Éjecté. Je me suis dit, putain, je vais revoir le mot qu'il utilise. C'est vrai, donc voilà, je ne fais plus partie. Et moi, je me suis dit, bah oui, c'est exactement ça que j'ai ressenti aussi, tout de suite après. On sort chez le médecin, etc. On croise des gens dans la rue, etc. Je me dis, je rentre dans une autre façon de vivre, c'est plus celle de tout le monde. Et lui, il dit, à partir de ce moment-là, je n'ai plus qu'une seule pensée, vivre jour le jour avec ce truc, quoi. Et puis après, oui, après viennent des projets, etc. Ça, Mais tout de suite, c'est vrai que c'est l'impression de vivre en dehors. Et c'est vrai que c'est pas facile à communiquer. Ben, c'est vrai qu'on en a plusieurs fois parlé, mais c'est vrai que parce que tout le monde me dit, mais oui, tout le monde, on est tous condamnés à mort, quoi. C'est pareil. Tout le monde sait que c'est la fin. Mais, enfin, je sais pas, en tout cas, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu ça, mais quand on a une annonce comme ça, il y a un moment, paf, on se sent dans un... plus tout à fait vivre la même chose que les autres. Voilà, ça, c'est quand tu me lançais sur Servan Schreiber, moi, c'est ça qui m'a... Et en même temps, ce que je trouve remarquable tous les deux, c'est que justement, alors on peut se sentir éjecté, mais vous avez très rapidement, et je crois que c'est ça qui m'a profondément marqué, vous avez fait l'inverse de s'éjecter, et vous vous êtes très rapidement mis, enfin vous vous êtes écouté, d'abord c'est remarquable la manière dont vous vous écoutez, mais vous vous êtes rapidement mis en mode projet. Enfin Chris, tu peux peut-être dire, parce que tu parlais, il y a eu différents projets qui vous ont assez vite venus comme une évidence. En fait. Mais il y avait déjà de toute façon le rapport que Quentin entretenait avec l'amour au four à chaud de Tournai, puisque c'est quand même un lieu qui, au départ, il en parlera mieux que moi, un espace original où justement l'objectif c'est quand même d'intégrer la mort dans la vie. Et pour moi, depuis toujours, je pense que la mort, ça fait partie de la vie. Et c'est presque une erreur, je trouve, humaine de l'éjecter. On ne prend pas d'éjection, sauf que c'est plutôt la mort que l'on met de côté, alors qu'en fait, elle est là. Et je pense qu'ici, nous, on apprend tous les jours à l'apprivoiser et à se remettre en projet. Et moi, j'ai décidé déjà à l'époque de faire partie d'un groupe de recherche qui est animé par Nina Lombardo et qui est tournaisienne aussi, et qui d'ailleurs participe au four à chaud et à la mise en œuvre de nouveaux rituels au sein même des fours à chaud. Et Nina anime des cafés mortels, des infusions mortelles, elle fait partie d'une chorale de femmes qui ont créé des chants funéraires, originaux, joyeux, festifs. Et donc l'objectif ici de ce groupe de recherche, on se réunit 2 ou 3 fois par an, c'est vraiment de mettre ensemble des expériences que chacune partage par rapport à la mort, à une autre approche. Il y a dans ce groupe justement une femme qui a créé pas une agence, une entreprise de pompes funèbres originale où justement elle propose de nouveaux rituels, des officiants différents, de différentes obédiences, et avec une approche beaucoup plus ludique. Il y a 2 jeunes femmes dont l'une avait déjà travaillé dans une association d'entreprise de pompes funèbres, qui a décidé d'en créer une nouvelle avec une autre jeune femme et qui se lance vraiment dans des approches alternatives intéressantes où justement l'objectif c'est pas le funérarium où on dépose des cendres et puis on ne sait pas où les cendres, ces pelouses de dispersion, pour moi il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus impersonnel. Et donc ici, les fours à chaud, la démarche allait déjà dans ce sens-là, de vivre la mort de manière joyeuse et de la repersonnaliser, de la réhumaniser surtout. Et on parlera de ça parce que effectivement, il n'y a rien de nouveau dans tout ce cheminement-là, si ce n'est cette annonce, mais ça fait 28 ans, Quentin, que tu disais que les fours à chaud avaient été ce projet. Oui, mais donc 30 ans, Pierre. Enfin, voilà, c'était en 97, en fait, parce que Pierre nous a pas mal accompagnés. Ok. Mais peut-être un petit mot, parce que moi j'ai été complètement emportée par cette visite du lieu qui est juste exceptionnelle. Donc déjà, pouvoir être dans premier levier mode projet, c'est de pouvoir déjà se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir.
Et il y a des années, vous êtes posé la question, tu te posais la question, on va ouvrir ce lieu. C'est quoi les fours à chaud? Ouais. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais visité, donc à Tournai, au bord de l'Escaut, parce qu'on est au bord de l'Escaut, donc c'est à 5 km de Tournai, il y a des anciens sites industriels très impressionnants, c'est des fours à chaud, donc l'endroit où on brûlait la pierre calcaire de Tournai pour la transformer en chaux. La pierre de Tournai, elle est géniale pour ça, parce que quand on la cuit, elle produit une chaux qui est hydraulique, c'est-à-dire qu'elle pouvait faire prise aussi sous l'eau. Et donc la chaux de Tournai a servi au 19e siècle à construire le port, Boston, Shanghai et autres. Donc on est au bord de l'Escaut parce qu'on chargeait directement des péniches, ça partait dans Anvers, et puis après on chargeait des bateaux pour partir dans le monde. C'est ce qu'on appelait le Pays Blanc. Et il reste de ces bâtiments-là des témoins qui sont assez impressionnants et qui ont été envahis par la végétation parce que, suite à l'invention du ciment, la chaux, on n'en a plus produit. Et donc, pour en finir, c'est des bâtiments qui étaient destinés à durer des centaines d'années et qui n'ont pas servi très 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 longtemps. Mais la nature a pris ses droits. Et c'est très impressionnant. Et donc, on était des 4 amis architectes, avoir joué là-bas, avoir rêvé d'en faire toutes sortes de choses quand on était étudiant. Et puis un jour, on apprend que ce site est à vendre par les patrons des carrières, des cimentiers qui possédaient ce lieu. Et puis on s'est porté à cœur de cet endroit un peu fou, sans avoir aucune idée de ce qu'on allait y faire. Voilà. Et donc, il a fallu réfléchir ensemble. Et là, c'est là que Pierre est intervenu, parce qu'il nous a proposé une séance. On ne va pas dire de coaching, parce qu'on ne parle pas de coaching. Le brainstorming, d'accompagnement. Avec les chapeaux. Avec les chapeaux, la méthode des chapeaux de couleur. Et pour dire, oui, ce lieu, au fait, on sent qu'il est porteur d'une histoire, déjà, d'une mémoire. Et est-ce qu'il ne pourrait pas être porteur d'une autre mémoire? Et c'était l'idée du rêve de pyramide à l'époque, etc. Et donc, on s'est dit, nous, en fait, on est tout petit par rapport à ce lieu. On l'écoute, on écoute le lieu, je mets le mot. Mais c'est un peu ça, c'est le lieu, le site lui-même qui nous a quelque part dicté ce qu'on devait faire. Un lieu pour la mémoire de ceux qui ont travaillé, et qui l'ont fait bien évidemment, mais qui pourrait être le support d'une mémoire de gens d'aujourd'hui. Et pourquoi pas habiter le bois sauvage qui a poussé au-dessus de ces fours à chaud, proposer aux gens d'y laisser une trace de leur passage sur Terre. Et c'est là qu'on arrive avec l'idée de la mort et de la finitude. Et c'était un peu une idée folle, mais on s'est dit, tiens, les cimetières, on laisse des traces d'êtres humains couchés. Ici, on va proposer une trace de boue, donc c'est une sorte de colonne verticale que chacun peut personnaliser. Et puis c'était un peu une idée folle qu'on a développée en 2004, et là on a créé une fondation à qui on a donné le site, et puis avec cette idée-là, et puis l'idée elle a fait son chemin, et aujourd'hui il y a près de 300 personnes qui ont planté un passe-mémoire dans ce bois. C'est un peu fou d'ailleurs, le succès de ça. Donc ça répond quand même à un questionnement d'aujourd'hui, que d'une part les lieux funéraires ne correspondent tout à fait à ce que les gens souhaitent. D'abord que par rapport à la mort, avant on enterrait parce qu'on était catholique et il y avait que les francs-maçons qui se faisaient incinérer. Je crois que c'était un peu l'idée de nos parents, à l'époque. Maintenant, il y a quand même plus de 50% de gens qui se font incinérer par rapport aux gens qui se font... Donc il y a une sorte de grand basculement de la société, de l'inhumation vers la crémation, et qu'il faut accompagner, sans doute parce que, comme tu le disais, les lieux de dispersion dans les cimetières ne sont pas terribles, les columbariums, c'est pas très excitant non plus. Et là, tout à coup, dans un lieu envahi par la nature, etc., il est important, chargé de poésie, les gens se sentent bien à participer à ce projet. Il y en a qui l'ont visité. En tout cas, nous, on est un petit peu contents, très contents, mais surpris aussi par le succès de cette initiative. C'est magnifique. Donc un lieu de passage de mémoire. Et je crois que c'est aussi ce qui vous anime tous les deux dans ce mode projet de transmettre. Et en discutant, on a partagé le fait que on dit souvent, transmettre, c'est quelle est l'empreinte que j'aurais envie de laisser.
Et très vite, moi, il m'est venu l'envie avec vous deux de transformer le mot laisser une empreinte par en offrir une. Parce que je crois que vous avez justement dans ce côté rester debout et dans cette verticalité, tout le projet, alors vous allez pouvoir en parler, mais de pouvoir aussi par rapport à Marrakech et autres, de pouvoir se dire, mais nous, cette transmission, on la voit dans une offrande en fait, plutôt que de laisser une trace qui risque de ne plus même être ouverte ou de ne plus vivre. Ici, il y a vraiment ce mot offrir qui a résonné pour moi. Donc, un petit mot sur ce que vous avez mis en projet, justement. Je vais te repasser la parole parce que de toute façon, ici, la mise en projet, je pense que ici, moi je l'ai accompagné dans le sens où je pense que pour Quentin, qui est un passionné, qui justement Marrakech, les fours à chaud, tout ça, vraiment lui tient à cœur, c'est ce qui le tient debout. Quand on parle de rester debout, je pense que le fait de pouvoir continuer à développer les projets qu'il avait entamés et même à les accélérer, c'était tout à fait vital et c'est ce qui je suis persuadée encore aujourd'hui que c'est ce qui le maintient en vie. Mais j'ai été très surprise de voir qu'il m'a dit il y aura plusieurs reprises, je pensais avoir 20 ou 30 ans pour transmettre, je n'en ai peut-être que 8 mois, qu'un an, 2 ans, je ne sais pas. Et donc là, de manière accélérée, il a mis en place tout un travail de géoréférencement de toutes ces archives, parce que Quentin est quelqu'un de très humble, de très discret, mais il a quand même à Marrakech restauré à l'authentique 137 maisons, 137 riads, non pas pour suivre la folie furieuse de commercialisation des riads, mais vraiment pour sauver ces maisons patrimoniales qui justement témoignaient de toute une époque où la terre, l'architecture en terre était valorisée avec des manems, avec des maçons, des maîtres d'œuvre, qui est tout à fait respectueux de la nature et de la terre qui était là à disposition, et non plus du béton qui est arrivé évidemment via nos cimentiers belges et français. Et donc, Quentin avait déjà entamé ce travail-là, et il fallait évidemment transmettre toutes ces archives en un temps record. Donc, il a entamé un travail invraisemblable de géoréférencement avec l'atelier cartographique ici à Bruxelles. Ils ont mis en place un outil dont il va parler. Bravo. Très belle instru. J'ai été journaliste. C'est ça, quel projet quoi. Oui, voilà. Oui. Et c'est-à-dire que, bon, voilà, donc comme vous avez deviné, Marrakech, il y a beaucoup de choses qui étaient importantes. Donc c'est vrai que j'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle à Marrakech, dans la Médina, et voilà, et avant de rénover des riads, 137 riads, merci. Je m'étais intéressé beaucoup, j'avais fait des relevés, j'avais proposé des classements, j'ai fait une mission pour l'UNESCO, etc. Et voilà. Et donc j'ai visité énormément de maisons, j'ai des photos et beaucoup de plans aussi qui sont tout à fait inédits, inconnus, etc. Et après l'histoire de la fenêtre de Servan-Schreiber, je me suis dit, je ne peux pas mourir en me disant que tout ce que j'ai eu dans des caisses, là, etc., partent sur des containers à la poubelle. Voilà. Je trouvais que ce n'était pas moral. Voilà. Donc c'était pas par égoïsme de se dire il faut absolument qu'on sache ce que je fais. Non, c'est pas tout ça. Je me suis dit, ça n'intéresse peut-être personne aujourd'hui, mais ça intéressera peut-être quelqu'un dans 50 ans, dans 100 ans, etc., de savoir comment était Marrakech dans les années 80, 90, début des années 2000, etc. Qu'est-ce que c'était tout ça avant que ça ne devienne autre chose. Et moi, j'ai été témoin de ça, je me suis intéressé à ça. Ça n'intéresse peut-être pas grand monde, mais au moins que ça puisse être accessible plus tard. Donc c'est comme une sorte, comme tu disais, offrande. Je sentais comme un devoir de ne pas laisser ça, pas mettre ça à la poubelle, quoi. Donc, donc j'avais ce projet certainement de tout classer. Je me suis dit comment est-ce qu'on fait avec des plans. Je suis architecte, hein, c'est pour ça, les plans, toujours les cartes, hein, c'est mon truc. Et donc comment est-ce qu'on rend accessible des données comme ça à partir de plans, de cartes, en disant c'est là. C'est pas un truc générique, c'est là, sur un plan, sur une vue satellite, sur une vue aérienne. Et donc voilà, je fais des dossiers, j'en ai presque 800. Scannés, avec chaque fois un point sur la carte de la Médina de Marrakech. Ça fait beaucoup de choses. Et c'est pas fini, hein. Pas tout à fait fini. C'est vrai que tellement l'envie que ce soit fini. Ça me prend énormément. J'accélère. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Je l'ai fait des rétro-planning, il faut bien que... Alors oui.
Alors, donc, ce mot de projet, je crois que de toute façon, chacun a quelque chose à transmettre et à offrir. Et je crois que c'est peut-être ce qu'on pourrait se poser tous les matins en se levant. Parce que tu as dit finalement, avec tout ce cheminement, ben, tu dis chaque matin, c'est comme un peu si je renaissais à la vie. Et je pense que ben, y a plein de formes de mort. On en vit chaque jour, parce que demain n'est plus aujourd'hui. Donc, toutes ces petites morts-là, qu'est-ce que ça va faire renaître peut-être à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire renaître? Et c'était très chouette quand on discutait à nous trois l'autre jour, parce que finalement, on a mis en lumière le fait que par rapport à la notion de temps et de rythme, hein, puisque c'est de ça qu'on parle, voilà, je dis, est-ce qu'il y a quelque chose dans la relation au temps, pour l'un et l'autre, qui a bougé? Et vous m'avez dit non. Dans le sens que, alors je vais vous laisser témoigner, mais donc Chris, il faut savoir qu'elle s'assied quand elle se couche. Hein? Donc elle est plutôt relativement active, même quand elle parle. Et Quentin, ce n'est pas nouveau. Lui, il a, comme le proverbe que tu entends régulièrement à Marrakech, lui, il a le temps alors que nous avons des montres. Quentin, il a le temps. Et tu prends le temps de prendre le temps. Et donc, tous les deux, finalement, vous m'avez dit, ben, avec ce cheminement qu'on vit, ça n'a pas tellement changé notre rythme, ça a plutôt réveillé, ça a rallumé vos profondes pulsions de vie. L'activité, l'enthousiasme de bouger, et la contemplation, quelque part. C'est pas nouveau que tu l'aies. Et c'est pas nouveau, toi, que tu es active, hein, donc, un petit mot là-dessus, peut-être. Oui, c'est sympa ce que tu dis. Hein. Ben, écoute, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Je pense que c'est. Non, mais c'est vrai que l'histoire du temps et des montres, c'est vrai que je dis ça. C'est vrai que les Marocains disent toujours ça, c'est amusant. Nous, on a le temps, vous avez les montres. Et c'est vrai que, je te disais, moi, c'est vrai que quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, puis l'école maternelle, on est à l'école, se lever le matin, etc. Moi, je vais vivre sans montre et sans réveil. C'est le seul au monde que je connaisse. Hein. Sans réveil. Mais c'est vrai que bon, j'ai fini par travailler quand même à Marrakech. Mais au début, c'est vrai que j'étais connu pour quelqu'un d'assez dilettante. Mon rythme, quoi. Vraiment, je me réveille quand la nature a décidé que je me réveille. Et je ne porte pas de montre parce que voilà. Et par rapport au rapport au temps aussi au Maroc, j'ai appris une chose aussi. La plus belle excuse quand on arrive en retard à un rendez-vous, c'est de dire j'ai rencontré un ami. C'est beau. Parce que quand on rencontre un ami dans la rue, ben, on s'arrête et on prend le temps de parler avec lui. On l'écoute. Et là, on va tant pis pour le rendez-vous que j'avais avec toi. Et je n'ai pas rencontré un ami. Mais quelque part, c'est l'instant aussi, c'est vrai que c'est la rencontre. Et ça, je trouve, c'est magnifique, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut savoir le vivre. Hein. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler au Maroc parce que c'est très difficile d'avoir 2 rendez-vous en une journée. Hein. Mais je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on est toujours j'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça, ça. Et là, tout à coup, ben non. C'est vrai que quand on rencontre beaucoup de gens dans la rue au Maroc aussi parce que les gens sont beaucoup dehors. Et donc, c'est vrai que les rendez-vous ne sont pas faciles à tenir. Voilà. Et cette contemplation que tu as depuis longtemps, qui t'anime depuis longtemps, parce qu'effectivement, tu te dis un petit peu décalé d'être parti comme ça au Maroc pour vivre à ce rythme-là. Et par rapport à Chris qui est, le mot est action est écrit à la sortie du lit, hein, voilà. Et en même temps, je pense que c'est grâce à cette complémentarité-là que vous avez pu vous mettre en mode projet. Oui. Dans le sens que, voilà, toi tu as tout de suite dit, on va, parce que ça aussi, ce que vous disiez, c'est que un des modes projet, ça a été de faire quelque chose, mais aussi de se mettre en lien. Ça a été très vite de dire un groupe WhatsApp, un petit mot peut-être là-dessus, sur cette importance de se désisoler. Oui, le premier réflexe a été, énormément de personnes ont évidemment pris des nouvelles et ont appris, donc Quentin avait contacté ce conseil, puis je me suis dit, mais on va mettre ensemble tous ceux venant de différentes horizons, tous ceux qui nous entourent, et j'ai créé un groupe Team Quentin, qui participe toute une bande d'amis et d'amis,
Mais je voulais dire en termes de complémentarité, c'est qu'à l'annonce qui nous a quand même un peu évalué au départ évidemment, on s'est mis en projet tout de suite. J'ai joué le tempo justement planning. En fait, au départ, j'ai harcelé Quentin, on a fait vraiment des plannings, attention. Mais Quentin, de fait, il a cette force de pouvoir prendre le temps, mais aussi à certains moments, ça peut se disperser, ça peut aller un peu dans tous les sens. Et donc je me suis dit, moi je peux l'aider en rassemblant. Donc on a vraiment fait des espèces de cartographie, d'agenda en disant, voilà, à Marrakech il y a ça, en Belgique il y a ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise les choses, et en essayant de suivre mois par mois l'évolution de tout le travail à mener, parce que c'était gigantesque, ça reste d'ailleurs, ça reste encore énorme, mais la plupart il a quand même scanné pratiquement toutes ses archives. Alors évidemment, chaque fois qu'il va tourner à la ferme, il redécouvre dans un coin, dans un coffre, et je me dis, ouh, il part à tourner aujourd'hui. Il va encore revenir avec des Il va choses. encore revenir avec des choses à scanner. Heureusement. Mais Non, bien oui, sûr. c'est ça. Bien sûr, mais Oui. je veux dire, ici on est très complémentaires à ce Oui, niveau-là. c'est ça. Mais, mais Donc c'est aussi toute l'énergie qui circule dans votre couple, ce besoin de lien que vous avez très vite contacté par rapport au fait de créer, de créer ce groupe, de créer tout ça, d'être là aujourd'hui. Encore merci. Et du coup, Quentin, tu m'as confié que peut-être grâce à ça, tu dis aujourd'hui, je me sens d'avoir très vite contacté ce projet. Grâce à ça, je me sens apaisée aujourd'hui. Oui. Oui, je suis apaisé, bon, je suis très bien accompagné, hein, vous avez tous compris. Déjà. Mais Apaisée de quoi en fait? parce qu'il y avait une sorte d'urgence. Donc c'est vrai qu'il y avait un timing aussi. Bon, même si le médecin ne voulait pas donner de timing de survie, il suffit d'aller voir sur internet et on a tout de suite la réponse. Hein. Donc, voilà. En gros, avec mon diagnostic, c'était 7 mois. Je suis à plus de 21 mois, donc déjà 3 fois plus de survie que la moyenne de survie. C'est un décalé, hein, je le dis. Complètement décalé. Il est temps. Il est temps, voilà. Et donc, oui, je traîne. Et dans cette vie, et donc c'est agréable. je ne vais pas accélérer. Donc je suis toujours là, mais je suis presque gêné d'être encore là, parce que c'est vrai qu'on était parti sur un timing très speed en disant oui, mais je pensais même jamais que je vivrais Noël 2024, quand Mm. c'était pas prévu. Et visiblement, je devrais quand même faire Noël 2025. Et donc tout ça fait que c'était pas quelque part le côté mise en projet rapide qu'il a fallu faire après l'annonce. Maintenant, je suis un peu apaisé, j'ai passé C'est ça. j'ai fait mes caisses, machin, j'ai les archives qui vont aller dans les sous-sols de l'UC Louvain, pour les plans, dans des trucs comme ça, tout ça est déjà organisé. En fait, ah oui, là on va venir dans autre chose, c'est l'idée de la chance. Okay. Ça c'est, non, je me retourne vers ma soeur. Ouais. C'est ce fameux médecin français là, qui a fait une étude sur les gens qui ont survécu à des cancers incurables. Et Oui, je vois bien cette vidéo, je ne sais plus comment oui, elle s'appelle. Yann, je sais plus comment, Tiberghien, je sais plus quoi. Bref. Donc c'est un médecin français qui a fait une thèse de doctorat en disant il y a des gens qui, malgré des diagnostics, c'est fini quoi, dans quelques mois, ont survécu. Et là il en a repéré 200, et puis il a interviewé, et puis pour en finir il s'est concentré sur 11 personnes, etc. Et quel est le point commun entre tous les gens qui survivent à un cancer? C'est intéressant, non? Ouais, vas-y. Eh bien, au lieu d'être patient, devenir patient, ils deviennent acteurs. Ok. Je trouve que c'est intéressant de dire ça. D'où le mode projet. Le gars, oui, Oui. d'où le mode projet. Quoi. Oui. Tu dois être acteur de ta vie, alors que normalement, la médecine, elle dit maintenant vous devenez un patient et c'est nous qui vous occupons. On va vous occuper de vous et on va vous injecter ça, on va vous faire ça, on va vous couper. Non, devenir acteur, ça c'est super intéressant. Point 2, il faut comprendre pourquoi ça t'arrive à toi. Numéro 3, savoir que c'est une chance. Alors le premier, je pense que, oui, comme on a parlé, je pense qu'on est passé à l'action, c'est sûr. Le 3,
penser que c'est une chance, oui, maintenant je pense que c'est vraiment une chance parce que justement cette transmission, tout ce boulot, etc., je pense que j'aurais procrastiné, comme tout le monde, à dire quand je serai vieux, je classerai mes caisses et mes archives, quand je serai. Bon, et puis comme on dit, vous serez peut-être pas vieux, donc voilà, on se met dans le. Et donc c'est une chance aussi, parce que, et c'est une chance puisque tu parles d'apaisement, Oui. parce que quelque part, le fait d'avoir mis ça en chantier très très vite, waouh, quelle chance, moi, quelle chance d'être là encore, d'être apaisé comme ça, de pouvoir penser à autre chose. Enfin, pour en finir, ce conseil est une chance dans ma vie, franchement. Oui, et puis, Mais comprendre pourquoi je l'ai eu, ça je sais pas C'est ça. pourquoi ça m'est Ouais. arrivé. Alors je vous avoue que là, les gens ils disent oui, parce qu'il avait trouvé des gens, bien sûr, il y a une femme qui avait été torturée pendant des années au Chili par l'équipe Pinochet dans des cas, enfin bref, et puis elle a eu une leucémie. Bon, ok, elle savait très bien pourquoi ça lui est arrivé, Ouais. ce truc. Quoi. Moi, c'est moins évident. Enfin, mon cri, ça j'en faut une idée, mais Oui. moi, ça me fait pas tomber comme un franc en disant Mais ça va tomber. pourquoi moi. alors oui, et en même temps, peut-être pour revenir au coaching justement, le coaching, donc l'accompagnement via l'écoute active, s'intéresse pas beaucoup, voire pas du tout au pourquoi, mais il s'intéresse au comment. Donc comment je m'y prends, donc de nouveau comment je m'y prends pour être acteur, comment je m'y prends pour être en chance. Et être acteur et en chance, je pense que acteur plus chance donne le mot confiance. Et là, je pense que c'est un vrai pilier que vous avez accroché tous les deux et auquel enfin cette confiance. Oui. Mais il y a aussi la notion de lien, parce que ce qui est éludé ici, je trouve, c'est qu'on a été super bien entouré. Et que c'est vrai qu'on privilégie aussi, je me suis dit surtout pas de personnes négatives, surtout pas de personnes larmoyantes autour de l'annonce de ce cancer. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de se dire on est en vie. Chaque jour est un nouveau jour et je n'ai aucune envie d'être entourée de personnes qui « Ah, ça va ». Enfin, ça, c'est vraiment des choses, moi, personnellement, qui m'horripilent. Mais Donc vous y mettez de la joie. Enfin, et même dans la manière dont tu penses, Chris, à ces nouveaux rituels, etc. C'est pour vivre ça dans l'émotion. L'émotion, la racine du mot émotion, c'est qui met en mouvement. Et vous vous êtes mis dans cette confiance de joie qui fait que, Quentin t'expliquait aussi que du coup ça t'a fait peut-être découvrir plein de choses, hein, mais aussi dans les accompagnements des choses auxquelles tu aurais au départ jamais... Bah oui. Allez. Ah non, mais je pense à ça parce que je vous voilà, on a parlé un petit peu. Donc vous faites partie de la maison de mourance, c'est ça, du projet maison de mourance. Et c'est vrai qu'un matin, j'ai dit un passage, c'est ça. Et un matin, Isabelle et Alain qui sont là, Ok. si tu veux. Ils ont fait vraiment une approche, un concept extraordinaire qui s'appelle Passage, où justement ils réintègrent le cycle de vie et le cycle de mort avec une maison de naissance associée à une maison de mourance, avec un passage de l'un à l'autre, un accompagnement des deux, je trouve absolument exceptionnel. Et pourquoi ? Non, mais parce que je voulais te dire qu'un matin, j'ai pensé à ça, etc. Ouais. Allons voir ensemble la maison de mourance. C'est ça. Moi, je trouvais ça un petit peu sordide, hein, mais j'ai dit, si, ça va faire du bien, c'est un projet. En fait, pour en finir, bien mourir devient un projet. Voilà. Ok. Et où on meurt peut devenir un projet. On s'est rendu compte qu'à la maison, ça n'avait pas marché. Il n'y a pas assez de place, que quelque part, tu dis la joie, parce que tu dis ça, tu vois. On peut faire de la mort, peut-être, un projet pas dramatique. Où est-ce que je vais mourir? À la maison, oui, j'aimerais bien, mais on ne pourra pas descendre par l'escalier tous les trois. Donc la maison de mourance serait peut-être très bien, elle est au rez-de-chaussée et vous avez tout prévu pour ça. Donc on va voir la maison de mourance, c'est vrai, à un moment donné, si ça va plus, etc., c'est le moment, on ira voir. Et on a visité et moi ça m'a fait du bien. Okay. On a pu reparler après, hein, mais on a visité ensemble, c'était spécial. Mais, voilà, parce que c'est un bon endroit pour mourir, c'est fait pour. En plus, vous êtes là pour accompagner ça de façon positive. Et c'est, ben oui, il faut choisir l'endroit. Enfin, ouais. Donc de nouveau, on y revient au lieu. Et dans le côté confiance dont je parlais, et découverte, tu as dit, mais je me suis aussi laissée rencontrer par des choses auxquelles j'aurais probablement pas même ouvert le cœur, genre les mantras,
Genre, oui, tu en dis un petit mot? Ben, l'accompagnement, bien sûr, moi j'ai mon accompagnatrice, chef, Non, chef. mais j'ai aussi deux belles accompagnatrices qui sont mes sœurs, qui sont là-dedans. Et donc, elles m'ont proposé, enfin, il y a ma sœur aînée Dani qui m'a proposé aussi, qui est kinésiologue, des séances de kinésiologie, qui m'accompagne dans le choix de les thérapies parallèles, là, la spagyrie, je ne sais pas si c'est intéressant, en tout cas, Nanou, elle est vraiment branchée, c'est des traitements par les plantes, qu'on choisit, par les énergies, etc., c'est chouette. Mais aussi, mes sœurs participent à des groupes de chant mantra ensemble et elles m'ont proposé que leur groupe de partage se fasse autour de moi. Et donc j'étais invité un peu à une séance particulière que je n'avais jamais vécue. Je me suis couché au milieu de gens qui étaient assis et qui ont pendant 1 heure chanté On va faire un bain de chant. Waouh! Et tu vois, c'est des expériences auxquelles je n'aurais certainement pas été amené à participer, peut-être parce qu'on est dans des univers un peu différents et tout ça, et cette ouverture-là c'est extraordinaire. Ce monde, les mondes des vibrations, par le chant, etc. Le livre que tu m'as passé aussi sur la médecine vibratoire, les choses. Oui, c'est toi aussi, tu m'as invité à une conférence sur préparer sa mort, c'est ça? Par un moine zen. Mais c'est tout des trucs, mais c'est incroyable, quoi. Voilà. Et là aussi, j'ai appris plein de choses sur la façon dont le bouddhisme zen comment ça, propose de se préparer à la mort. Et en fait, c'est pas morbide, voilà, c'est ça. Et puis on a été au Cinéma Nova, là, ces conférences. Enfin, également, il y a eu tout un cycle Cinéma Nova à Bruxelles a organisé un cycle extraordinaire, non seulement d'échanges, de conférences, de films, de partage de films sur le thème Cueillir la mort. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un éveil justement à la question de la mort. Il y a une sensibilisation, une conscientisation du fait qu'il faut l'intégrer. Mais je fais quand même un bémol parce que si on essaie de rester debout et si on essaie de se tenir droit et d'être ouvert à chaque moment, on a quand même été très choqués que l'hôpital et que la réaction, on a vécu une expérience dernièrement épouvantable. Ok. Quentin a dû revenir 3 jours avant moi du Maroc, tout simplement parce qu'il entame demain un essai clinique important pour lui. Et pour participer à cet essai clinique, c'est un peu après les chimios, après les traitements qu'il a déjà fait. C'est pas la dernière chance, il y a toujours d'autres chances après, mais c'est néanmoins un nouveau traitement qu'il va tester, d'un médicament qui est en train d'être mis au point. Mais pour participer à cet essai, il fallait suivre une batterie de tests invraisemblables. Scanner, test ophtalmo, cœur, IRM, enfin bon. Et dans les dernières analyses, juste avant de partir au Maroc, il y a 2 petits tests ophtalmologiques qui ont été oubliés par l'hôpital. Quentin devait remettre un certain formulaire à l'ophtalmologue qu'il n'avait pas, et l'ophtalmologue l'a rassuré en disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai toute la liste de ce qu'il faut ». Donc on est parti relax au Maroc, puis on a reçu un coup de fil 4 ou 5 jours avant notre retour présumé de la coordinatrice de l'essai clinique. « Monsieur Bilbao, vous devez revenir, il manque 2 tests et il faut les faire à Bruxelles. » Puis alors on dit de quel test s'agit-il? C'était vraiment 2 tests, un test couleur et puis un test latéralité, enfin un truc. Champ de vision. Champ de vision. Et donc on s'est dit, attends, il y a quand même moyen de faire ces tests au Maroc. Il y a vraiment de très très bons hôpitaux au Maroc. Donc on a fait les tests au Maroc. Et en fait, la collaboratrice n'a pas voulu les faire valider. Donc Quentin a téléphoné à l'ophtalmologue. Et l'ophtalmologue qui avait vu les premiers tests était assistant, il venait de terminer son contrat à Saint-Luc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais tout ça, ça fait 2 nuits blanches, ça fait des heures de stress invraisemblable. Parce qu'on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart à 2? Puis je me suis dit, non, je reste, je fais de la résistance active, je reste. Donc, Quentin est reparti, puis on avait des choses que j'avais vraiment envie de terminer sur place aussi. Et ce qui est horrible, c'est que cette fameuse coordinatrice, le jour où Quentin a refait les tests, sachant qu'il venait d'atterrir, elle a envoyé un mail à l'ophtalmologue qui allait faire passer les tests pour lui dire de valider les tests marocains. Ah non. Et ça. Donc c'était vraiment le pouvoir. Moi, en tant que coordinatrice, vous êtes à l'hôpital, c'est ça qui est horrible.
C'est encore une approche où patient, le en fait. patient, C'est ça, hein. c'est ça. C'est nous Le qui décidons patient n'est pas du tout retraitement acteur de sa et vie, on ne tient même pas compte. Alors moi j'ai envoyé un mail bof, en disant ah non ça je ne peux pas accepter. Donc je me suis dit tant pis, je libère tout ce que j'ai sur le cœur et j'ai envoyé un mail en disant attendez, parce qu'elle a dit à Quentin, le monsieur Wilbouille, ce qui est quand même le plus important c'est votre santé. Je dis comment la santé, elle inclut la santé morale, elle inclut la santé, elle inclut c'était le horrible. stress, surtout pour quelqu'un qui a un cancer. Et donc j'ai envoyé un mail en disant mais attendez, vous n'avez tenu en rien compte de sa santé globale. De Et, sa santé. qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un être de chair et d'os, c'est aussi quelqu'un qui a une conscience, quelqu'un qui lui a fait vivre des stress, et vous nous a fait vivre 5 journées de stress épouvantable pour qu'il atterrisse pour rien. Et donc en fait, quand il est arrivé, l'ophtalmologue me dit vous ne devez même pas les repasser, puisque Ben quelque non. part, Ah je oui, les ai c'était sympa validés. les gars, tu Et vois. Quentin a dit mais si je veux les passer. Ah oui, je suis pas venu, j'ai pas pris l'avion pour rien, quoi. C'était Tout ça débile. pour Mais dire on quand oui, même c'est que... ça, c'est violent. Nathalie, je ne le dis pas, mais... Mais non, et d'ailleurs, le 23 novembre, Bon. le 23 novembre, la prochaine édition Rencontre âme, c'est un... bon, le hasard fait qu'on reste un petit peu dans ce sujet, mais c'est un chef de service des soins intensifs qui va venir témoigner sur ce que lui, et je lui ai dit, mais Bernard, c'est un peu un extraterrestre, donc ce sera chouette que tu viennes, parce que lui met dans son service un tas de processus en place pour justement remettre les couteaux au cœur. Parce qu'on vient encore d'avoir une belle démonstration que l'écoute n'est peut-être pas toujours la meilleure amie du corps médical. Bon, il y Non, a mais c'est plein d'exceptions, c'était dommage. et il faut, et c'est oui, et donc c'est super important. Regarde la souplesse dans ces grosses cliniques. machin. Donc encore une Les posture protocoles à aller semer. Absolument, on s'est dit que là, il y avait vraiment tout un travail Mais ça m'a de permis, coaching à faire. positivement, après ce truc comme j'étais encore bien fait, j'ai marché, je dis c'est ma meilleure marche de marche. Parce que quand on a un cancer, on dit marcher c'est super. Il faut faire 7-10 minutes par jour, mais le mercredi passé, donc après ce truc à Saint-Luc, j'ai fait 18 720 pas. J'ai rien regardé dans la voiture. Ok, donc merci. Dans Bruxelles. Merci. Mais alors, on dit plusieurs choses, peut-être avant d'entrer dans cette explication de demain, de ces examens, etc. On parlait de cycle de vie, de remettre en place peut-être aussi des cycles dans nos vies. Oui, mais de tenir compte du fait que de toute façon, nous sommes des êtres mortels et que la vie, de toute façon, la mort nous accompagne depuis qu'on est né. C'était tellement important. Et puis, je pense aussi qu'il y a une donnée pour Quentin, c'est le fait d'écouter son corps. Quentin est quelqu'un qui élabore énormément de projets intellectuellement. Mais je pense que, quand on parlait de comprendre pourquoi, je pense que l'écoute du corps est hyper importante aussi. Et je pense que plutôt de rester... Le fait d'écoute, cette écoute-là, elle est primordiale. Mais le corps ne ment pas. Hein, et c'est vrai que moi, dans les accompagnements que j'ai la chance d'avoir, je me rends compte que c'est un sacré fléau de soit de ne jamais l'écouter, soit d'oublier qu'il est là, et de se dire j'ai mal, mais c'est pas grave, ça va aller, on va continuer. Enfin, bon, voilà. Et à un moment donné, lui, il vient peut-être juste nous donner un petit signal par rapport à nos cycles, par rapport à nos rythmes, par rapport au fait de dire bon, on peut s'offrir un petit moment plus calme pour être encore en meilleure action après. Enfin, voilà, je trouve que c'est important cette écoute du corps. Mais c'est pour ça que la chance ici, c'est que depuis, je pense qu'on a vraiment pas changé de régime alimentaire, on était déjà, je pense tous les deux, on portait quand même un régime alimentaire que je pensais très sain, mais néanmoins, il y a énormément de choses qu'on a éliminées et qu'on a revisitées justement pour être plus en harmonie, justement. Et ce que vous avez aussi, et ce que vous avez mis aussi dans vos non négociables, ce sont vos valeurs que vous partagez. On en a parlé, il y en a une essentielle qui est l'amour, la force y est. Mais on en a évoqué quelques-unes. Je
pense, la valeur de liberté, qui n'est pas négociable pour aucun de vous deux et qui fait aujourd'hui que voilà, vous avez justement abordé ça comme acteur libre en fait. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner d'autre? On en avait partagé, notamment le partage. Oui, ben voilà, Ouais. oui, bien sûr, évidemment. Moi, on en a parlé, Oui. bien sûr, ici on partage cette expérience avec, déjà entre nous, mais bien sûr avec tous les gens qui nous accompagnent, c'est super. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été quelqu'un qui professionnel, qui n'a jamais travaillé tout seul. L'université d'architecte que j'avais fait, signer des choses, c'est toujours été un travail collectif dans les projets four à chaud, dans les projets picobranche, etc. Donc, voilà, c'est super. Oui, la liberté, le partage, la confiance. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il y a cette ouverture aussi par les mantras et tout ça, par les trucs, un petit peu une sorte de spiritualité. Et puis là, j'ai envie de parler de... Terre de jardin. Parce qu'il y a un truc, non, mais je suis à Saint-Luc. Et on fréquente la clinique universitaire Saint-Luc depuis maintenant 21 mois, très régulièrement. Donc au début, c'est vrai que bon, maintenant on devient très familier de tous les espaces. Mais dans tous les trucs, les salles d'attente, dans tous les sens, il y a toujours un écran. Et sur l'écran, bon, il parle de certains trucs, de projets, le futur hôpital de Saint-Luc, etc. Mais toutes les minutes, quasiment, il y a 2 écrans sur le Carrefour, proposés par le Carrefour spirituel, puisqu'on est à l'université catholique de Louvain, donc il y a toujours, et il y a une phrase qui passe très vite. À chaque fois. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Pierre Teilhard de Chardin. Et paf, et ça passe très vite. D'abord, il a fallu très longtemps avant que je réussisse à la déchiffrer entièrement parce qu'il passe tellement vite, avec une image de mer, avec des sortes de plots en bois, des sortes de brise-lames qui disparaissent dans la mer. Mais ça interpelle, parce que tu as tout le temps ça devant les yeux, donc ça doit passer toutes les minutes, combien de fois par jour. Bon, déjà, je me suis dit, tiens, un jour, je n'étais pas là, je me suis arrêté à ce carrefour spirituel, je me suis dit, tiens, je vais rentrer, il n'y a personne, et je vais demander, tiens, moi, c'est votre phrase là, Terre de Chardin, pourquoi elle est là, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour inciter les gens à venir vous voir. Ah bon? Et la femme qui était là n'était absolument pas au courant. Elle me pose des questions, et vous allez encore à la messe, etc. J'ai dit, bon, ok. Je suis sorti assez vite, je me suis dit, c'est pas la personne à qui je peux demander ça. Et puis après, puis je me suis dit, bah, tiens, Pierre Teilhard de Chardin, toi, papa en parlait à la maison et de temps en temps, tu vois, c'était un peu sa génération. Et donc j'ai été un peu regardé, et puis justement dans mes 18 000 pas de l'autre jour, je cherche, je sors à Arlois, chez Filigrane, qui a déménagé, qui sont à bientôt, donc je marche, et je trouve qu'un bouquin de Teilhard de Chardin, non pas chez Filigrane, chez Tropis ou Prouville. Et donc, bon, bref, c'est vieux, hein. Et puis, ça date de 1900, il a écrit ça en 1938, 40, puis il y a une réédition en 1950 et tout ça, phénomène humain. C'est un peu comme Sapiens, tu vois, il essaie d'expliquer toute l'histoire de la Terre et de l'humanité pour arriver à un point de convergence qui est le point oméga, enfin, où toutes les consciences humaines fusionneraient. Enfin, non, c'est pas bien écrit, c'est très indigeste et tout ça. Mais... Donc on ne va pas le dire, tu l'as fait pour nous. Non, je vous le conseille pas. Donc le jus du livre, Quentin, comme ça, tu l'as fait pour nous. Mais non, mais c'est l'idée, moi c'est la phrase qui m'intéresse. Donc ça. après j'ai été chercher sur Google en mettant la phrase, en disant... Oui. Et en plus, c'est même pas sûr que ce soit Teilhard de Chardin qui ait écrit cette phrase, qui est phrase attribuée à Teilhard de Chardin, mais personne ne sait si c'est vraiment lui qui a écrit ça. Donc c'est vraiment... La phrase est belle. Mais la phrase est belle. On mettra voilà. Mais non, mais c'est vrai que ça phrase ouvre à quelque chose de dire que... En tout cas, elle a résonné. Ça, elle résonne, et elle résonne à cette idée de, tu vois, de passage. On est des gens de passage, passage. et d'essayer de comprendre aussi ce qui t'arrive comme une sorte d'ouverture à un monde spirituel duquel on viendrait plutôt que auquel on devrait accéder. Et
Moi, je Oui, ne sais oui. pas du tout où j'en suis par rapport à ça, puisque c'était dans les derniers jours, justement, voilà, c'était là, mercredi. La réponse mérite J'ai terminé un petit peu rapidement là, ce matin, Mm. et pour voir où il arrivait. Mais je pense qu'il y a des réflexions à avoir, et puis voilà, et dans l'écoute intérieure aussi par forme de méditation. Et là, je reviens à Servan Schreiber, Mhm. qui lui parle beaucoup de ça aussi dans son bouquin, à part tout ce qu'il faut manger, comment il faut faire une sauce tomate, parce que c'est mieux les tomates crues que les tomates crues, contre le cancer, attention. mais aussi il parle de ça, de la méditation, de C'est ça, choses comme ça. de cette intériorité Voilà. qui est. Ouais. Et alors, bah oui, puisque vous êtes là, merci. En fait, c'est un voyage de l'intérieur aussi. Ouais. Et donc là, ma sœur, il m'a offert un bouquin sur la médecine vibratoire qui propose des sortes de méditation intérieure. Et bien évidemment, comme je suis architecte, c'est ce qui me parle le plus, c'est quand il y a un espace. Et donc il y en a une qui demande de se projeter dans un lieu de guérison des peuples Navajo. Ah oui. Et là, ça me parle complètement. Parce que quand je donnais cours de théorie de l'architecture, j'avais été chercher ça dans les Navajos qui ont ces pueblos là, en terre construits dans des sites incroyables aux États-Unis, il y a des falaises, etc. Et ils creusaient des trous dans le sol. On descend par une échelle. Et ce sont des pièces cylindriques. Ça s'appelait Riva ou un truc comme ça. Mais non, et c'était génial, c'est qu'ils représentaient le monde entier comme une sorte de grand diaporama circulaire, je sais pas. Et donc tout le village s'asseyait et justement la personne qui devait être soignée se mettait au milieu et le monde était représenté tout autour, avec le profil des montagnes qu'ils voyaient à partir de chez eux, mais comme un concentré du monde dans un espace. Moi j'ai trouvé ça magnifique quand j'avais vu ça et j'en parlais à mes élèves étudiants, architectes, tu vois. Et là tout à coup, pour rentrer à l'intérieur de soi, il propose cette sorte de plongée dans visualiser dans un espace sacré d'un peuple. Et comme moi j'ai plein d'images dans la tête de ça, je parviens beaucoup plus à m'immerger, à visualiser et à rentrer dans une sorte de connexion à partir de là. Enfin, vous savez, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin à faire. Oui, ça c'est clair, mais peut-être cette notion d'espace, s'offrir des espaces intérieurs quand on est débordé, ça déborde. Hein. Et j'aime bien l'histoire du maître tibétain qui voit un de ses élèves arriver. Et l'élève est complètement débordé, volubile. Il court. Et il dit, maître, comment est-ce que on peut atteindre la sagesse, voire la sagesse extrême? Parce que je vous vois là et je voudrais vraiment comprendre la manière dont on peut arriver à cela. Enfin, bon, voilà. Et le maître tibétain, pendant que le moine volubile courait dans tous les sens et parlait avec empressement, se servait une tasse de thé. Et l'élève continue à parler et le maître continue à verser sa tasse de thé qui déborde. Mais maître, votre tasse déborde. Et le moine continue à écouter l'élève qui s'interrompt à nouveau pour dire votre tasse déborde. Et puis le maître tibétain relève la tête et dit, tu es comme la tasse, tu débordes. Lorsque je te propose, c'est d'abord d'aller vider ta tasse et le jour où il restera une légère petite brindille au fond, tu viendras me retrouver et nous boirons le thé ensemble. Donc je pense que s'offrir cet espace intérieur demande qu'on fasse le tri, peut-être demande qu'on prenne le temps, et je pense que c'est tout ce que vous nous témoignez dans ce qu'on partage ici. C'est quel projet j'ai envie d'offrir
et donc se lever le matin peut-être en se disant ben, c'est quoi que j'ai envie d'offrir, quel est le lieu et l'espace que je peux à l'intérieur de moi et que je peux peut-être même autour de moi avoir, quelle est la relation au temps que j'ai envie de garder, parce que vous avez chacun gardé votre rythme en fait, et donc ça veut dire que cette pulsion de vie, c'est quand même celle-là qui nous anime, qui vous anime et qui fait que cette nouvelle a été certes terrible, et en même temps vous avez continué à bien connecter votre pulsion de vie et vos non négociables qui sont les valeurs de liberté, de partage, d'envie de lien. Donc quel chemin et avant de peut-être je ne vais pas dire clôturer parce qu'on est tous vraiment en chemin par rapport à ça, et vous êtes aussi en chemin de couple, de vivre tout ça, de vivre ça à deux. À Rencontre âme, on a pour habitude, si c'est ok, de se tourner vers son voisin de gauche ou de droite, en tout cas de faire un petit groupe, et peut-être de partager ensemble dans tout ce que vous venez de nous témoigner là, qu'est-ce qui vous a profondément marqué. Vous allez me dire tout, moi aussi, parce que c'est un moment d'exception. Mais peut-être une pépite, un truc que vous vous dites, tiens, ben, je vais peut-être ouvrir ma fenêtre demain matin et regarder, sans m'éjecter du monde, mais regarder, qu'est-ce que j'ai envie de regarder autrement, peut-être dans tout ce que vous venez de témoigner là. Et puis si, au-delà de ça, il y a une question ou l'autre qui vous viennent pour qui c'est Quentin, bienvenue. Donc deux choses. Demain matin, quand j'ouvre ma fenêtre, qu'est-ce qui m'aura marqué dans ce que je viens d'entendre, auquel je vais peut-être davantage prêter attention dans ce témoignage. Et puis, qu'est-ce que j'aurais envie de demander? Il y a plein de choses. Moi, je resterai bien ici encore très longtemps. Mais voilà. Donc, prenez juste un petit temps à 3 ou 4, partagez. C'est ça aussi, cette idée du lien dans Rencontre âme. Et puis, on vous écoutera. On prend une dizaine de minutes et puis on a même assis, c'est pas grave. Oui, qu'est-ce qu'on veut ici? Ce qui m'intrigue, c'est comment on produit directement. Très peu accusé sur la vie, c'est pas mais surtout de se projeter et de se dire je vais me mettre en action, ça c'est quand même assez. Déjà dans une réflexion un peu philo, déjà voilà, vivante. Voilà, les idées que c'est pas rester debout. Oui. J'ai compris aussi, c'est que on ne veut pas que, voilà, parfois on est là, bien, on part avec eux bientôt, passer une semaine avec eux, moi je regarde. Pas leur demander comment ils vont. Exactement. De quoi faire la fête tous les jours.
Plus jeune, je me dis que je ne pense jamais à la mort. C'est vrai que c'est un truc qui fait partie de moi. Je me mets avec mes amis. Et c'est vrai que ça me travaille en me disant que c'est pas pour ça qu'il faut penser tous les jours, mais plus me dire ça pour pouvoir arriver à tout le monde, à tout âge. Et donc de plus procurer, comme le présent, de ma mon âge. C'est pas tellement loin, là, que je crois. Moi, j'ai travaillé pendant des années pour pouvoir faire des urgences en famille de formation. Et moi, j'ai fait des choses, genre, voilà, accident, la personne n'a pas pu en voir tout à fait, et puis c'est fini, puis t'as la famille qui arrive. Et le son, on a fait un accident, une mort, c'est vraiment un cadeau de la vie que j'ai eu dans ce lycée. Les professionnels dans ce contexte-là, ça m'a vraiment aidé à prendre des précieux. C'est une chance dans la vidéo de pouvoir préparer et de revoir. Parce qu'il est aussi. Ouais. Ça va dans le déni. Voilà, on a travaillé, on a pas bien la tête dans certaines situations professionnelles pour pas les citer ou autres. Dans la joie, on est dans la vie, on est dans le plaisir, enfin, le fait de la vie, le fait de pour moi, c'est important aussi de dire la place qu'il veut laisser aussi à la douleur, c'est la peine, c'est aussi partie de la vie. Et ça m'interpelle un peu. Car la vie n'est pas que plaisir, joie, il y a aussi des faits, et c'est tout à fait ok de la vie. Donc ça m'interpelle de me dire, on n'a pas parlé, est-ce que c'est juste qu'ils n'ont pas parlé, ou est-ce que c'est, je ne sais pas, j'ai une question, je ne vais pas la poser parce que c'est quand même intime, mais ça me questionne moi. Mais surtout, j'entends bien qu'il y a des bénévoles, je pense qu'on vient de demander. Mais moi, je me dis c'est une force et. Oui, qu'est-ce Ça reste un tabou. oui. Je ne sais pas. Il y a toujours une part de tabou malgré tout. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a juste une vidéo de On va partager.
des choses à dire. C'est inspirant. Il y en a des choses à dire et il y a un mot qui est quand même à remettre profondément en lumière parce que c'est la première chose que Chris a dit quand on s'est mis aussi nous dans notre petit groupe. Il y a quand même une chose essentielle et on n'en a pas encore assez parlé même si on en a beaucoup parlé, c'est l'amour. Bon, ben, voilà, ça, je pense que là, c'est le besoin universel et fondamental qui fait que grâce à lui. Ok, envie de partager, d'exprimer, de questionner. Qu'est-ce qui vous vient? Une question, vous n'en avez pas marqué. Je crois que vous avez des enfants, Chris. Oui. La Quentin. Mais qu'est-ce que ça a changé pour eux, cette annonce de ce verdict médical? Mais j'ai pas entendu du coup. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et tes sœurs, cette annonce de souci médical? C'est une grande question. Bah oui. Qu'est-ce que ça a changé? Moi, je crois que j'ai pas réalisé, je crois que j'étais beaucoup dans le déni pendant très longtemps. Et que c'est vrai qu'il y a eu plein de nouvelles différentes, on ne savait pas quel cancer, et puis on nous annonçait 8 mois, puis pour finir. Et donc je crois que j'ai un peu fait un vide autour de moi pendant assez longtemps. Mais je ne sais pas si ça a vraiment changé. Ce qui a changé, je crois que c'est votre dynamique de projet. Justement, ils vont tout le temps au Maroc pour mener à bien ce projet de transmettre. Je crois que c'est surtout ça qui a changé, c'est la dynamique qui est entre vous, qui est en ébullition. C'est surtout ça, ça a beaucoup changé. Moi j'ai envie de vous dire merci, enfin à tous les trois, parce qu'en fait je crois qu'ici dans la salle on est tous intellectuellement, philosophiquement prêts à dire que la mort fait partie de la vie. Je crois que c'est comme ça que tu as commencé. Mais vous nous donnez une leçon parce que vous le vivez concrètement, par des rires, par des témoignages, par de l'optimisme. Quentin et moi, on se connaît depuis plus de 60 ans. Hein. Okay. T'es dans la même chorale. Avec une croix en bois. Tu chantes sur la croix de bois. Et une photo. On se connaît depuis très très longtemps. On n'est pas extrêmement proches, mais on s'est vus très très souvent. Et on était mangés 2 fois ensemble depuis l'annonce du diagnostic et c'était 2 fois extraordinaires. Moi j'avais peur d'arriver, de le voir amaigri, triste, etc. Et on a rigolé. C'est 2 très chouettes souvenirs pour moi. Et c'est vraiment, merci. Et ici c'est dans la foulée, ce que vous faites ici, c'est très très beau en fait. C'est très inspirant. J'ai envie que tu restes le plus longtemps possible pour que... Parce qu'on avait rigolé le fois passé en disant mais la prochaine fois qu'on va dire t'es encore là. Mais merci Pierre parce que je crois aussi que ça c'est vrai, que ce soit les enfants ou que ce soit parfois d'aborder certains sujets. Alors celui-ci, ça en est quand même un sacré, mais parfois on se dit qu'on a peur, hein, et en fait il peut se passer tellement autre chose que ça. Et je crois que c'est ça aussi, quand on prend le temps d'aller s'écouter, il se passe quand même vachement autre chose, hein, que de pouvoir avoir ce préjugé de peur en fait, ou cet a priori de peur. Donc merci, je trouve que c'est important. Ouais. Moi, je me demandais, Chris, parce que tu pour avoir eu la chance, c'est vrai, de dialoguer avec toi sur la mort, parce que la mort, tu l'as traversée beaucoup de fois. Dans ce que tu nous avais témoigné à une certaine époque, c'est pas un secret de pouvoir dire ça. Je dirais que je ne révèle pas un secret, je pense. Mais ce que je trouve vraiment impressionnant dans le dialogue, entre vous d'ailleurs, on a un sentiment d'éternité en fait. Moi, c'est l'impression que j'avais, que la notion le temps, la question du temps de vie, au fond, semble être nourrie chez vous par, bien sûr, le projet, mais
il est clair que le temps va donner du temps au temps. En fait, en vous écoutant, on a ce sentiment-là, et on a aussi un sentiment qu'il y a une extrême bienveillance qui s'est installée. Alors bien sûr, il y a l'amour, ça va bien sûr, c'est pas évident, l'amour, je veux dire, l'amour est là, bien sûr. Mais il y a autre chose, moi je trouve, qui sort du coup, c'est la question que je voulais vous poser. Il y a un sentiment de bienveillance énorme qui semble vous habiter, et qui, moi, me fait penser, quand on lit les textes anciens en fait, de l'Antiquité sur la philosophie, on voit qu'à l'époque, la philosophie n'était pas enseignée comme des préceptes, c'était pas en apprenant comme on fait maintenant, on vivait la philosophie. On était en adéquation, donc c'était la méditation, on a parlé de méditation, des mantras, etc. Si on regarde au fond la convergence des différentes philosophies métaphysiques, de différents, que ce soit bouddhistes, des soufis, elles se rejoignent. Elles ont des préceptes bien communs. Et en vous écoutant, moi je me disais, mais est-ce que vous n'avez pas changé votre façon même de ressentir, de vivre cette philosophie élargie qui repose sur des valeurs essentielles, c'est des valeurs d'intériorité, de bienveillance, d'acceptation d'une finitude, mais sans en avoir nécessairement peur, parce que le temps donne du temps au temps. Et en fait, ça change du coup, est-ce que ça ne change pas votre comportement vis-à-vis des autres et votre bien-être intérieur aussi? Non, je veux bien. Vas-y. Oui, parce que vous êtes adressée d'abord à Christ. Mais c'est oui, vrai, oui, mais c'est évident. C'est comme ça change complètement par rapport aux autres, par rapport au temps, etc. Évidemment. Mais je ne sais même pas exactement le définir, parce que pour le moment, mon rapport au temps, il est perturbé parce que je survis, presque. Je suis vraiment, j'étais un petit peu ça, je suis presque pas gêné d'être encore là, mais je veux dire que c'était pas annoncé comme ça, quoi. Et donc le rapport au temps, en effet, il est... Et à la finitude, ça y est, on l'a accepté, quoi, j'ai accepté. Ça, c'est le côté, tiens, moine zen. Première chose, accepter de mourir. Vraiment, je vais me faire corriger par ma sœur. Mais deuxièmement, rapport aux autres, une sorte de réconciliation, disait le moine zen. Si vous avez le temps, essayez de vous réconcilier avec tout le monde. Ne laissez pas traîner des relations pas résolues, ou des conflits non résolus, des trucs comme ça. L'apaisement, c'est ça aussi. C'est d'essayer de sortir en ayant apaisé toutes les relations qu'on a autour de soi. Et ça, c'était super important. Moi, ce que je trouve étonnant, juste pour poser la question, ce que je trouve étonnant, c'est que ça vient à ce moment-ci. Et pourquoi, en fait, en définitive, on peut se poser tous la question, pourquoi est-ce que l'être humain ne développe pas ça plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il doit être confronté à des situations extrêmes, alors que, en un sens, si on lit, c'est vrai, si on lit des textes anciens, etc., on se rend compte que c'est la même question qui est posée déjà il y a très 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 longtemps. N'attendons pas d'aller mieux. Et qui revient de manière récurrente, parce que tu as raison, moi j'ai vécu plusieurs deuils, j'ai perdu 2 compagnons de vie, on a perdu une sœur, malheureusement il y a pas mal d'années aussi. Et je pense qu'à chaque fois, il m'a fallu du temps pour intégrer la notion de finitude. En me disant, je pense que maintenant, et c'est pour ça que je parlais d'amour, c'est peut-être parce que notre relation est assez exceptionnelle, c'est de l'amour, amitié, on est très proches, on a des sensibilités, et je pense des modes de communication, même au niveau littéraire, on s'intéresse, même au niveau philosophique, je pense qu'on est particulièrement proches. Et je pense que j'ai appris là, en un an à me dire, la finitude, je l'intègre physiquement, je l'intègre tous les jours, et c'est un travail. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps avant de me dire, même pas de me dire, de l'intégrer intellectuellement, physiquement et philosophiquement. C'est facile de dire qu'on est des êtres mortels, mais de le vivre et de l'intégrer, c'est une autre démarche. Et là maintenant, tout doucement, tout en me disant, de toute façon, il est là. Donc je dis, la vie est là, et donc, si demain l'amour est là, l'amour sera là. Mais entre-temps, ce qu'on partage et ce qu'on vit, on le vit de manière beaucoup plus intense aussi. Ça, c'est sûr. Et j'allais rajouter que c'est beaucoup plus facile pour vous d'être confronté à cette finitude que pour Chris. C'est facile. J'ai pas peur. Non, ça allons le son. Mais
c'est plus difficile c'est plus difficile d'imaginer un après, quoi, ou un truc comme ça, non? J'ai l'impression. Non, c'est plus difficile de parler, d'accord? Pour moi, c'est très facile, en fait. Très détaché. Enfin bon, je suis un peu surpris d'être là devant vous aussi, parce que écouter, et puis on me demande de parler, et parler de ça, moi, c'est pas du tout dans mon caractère de déballer un peu des choses plus intimes comme ça. Redoublement, merci. Non, mais c'est pas mon genre d'exercice que je fais facilement. Mais j'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai une sorte de métaphore, excusez-moi, mais quand on était petit, on allait à l'exploration du monde, des conférences, ça existe encore. Mais dans notre petite ville de Tournai, c'était quasiment la seule ouverture sur le monde. Parce qu'avant qu'on ait la télé à la maison, on allait à ça, et on allait avec notre grand-mère à l'exploration du monde, etc. Il y avait un conférencier qui allait dire « Waouh, moi j'ai été en Nouvelle-Guinée, j'ai rencontré des papous, etc. » Et bien j'ai l'impression un peu aujourd'hui qu'on me demande un peu ça, de faire l'exploration du monde. Non, parce que j'ai l'impression d'être entré dans un autre monde. Comme on disait en ouvrant la fenêtre, je suis rentré dans un autre vie. Et une vie qui est plus intense, c'est sûr, quoi. Qui a un autre temps, qui vit dans un autre timing, tout à fait. Et qui met les valeurs totalement différemment et qui m'oblige à nous oblige à vivre ensemble une sorte de philosophie différente de la vie, le vivre vraiment comme les philosophes grecs, comme Socrate qui meurt, je sais pas quoi, et qui avale son charisme. C'est un peu ça, on est dedans, et c'est donc un partage d'exploration du monde que j'aime. Il n'y a pas d'image, désolé, il n'y a pas les lianes. Et puis on partage beaucoup de choses. Déjà, on a créé un site, Quentin Bilbao ne voulait pas que ça s'appelle Quentin Bilbao au départ. Je dis, mais attends, comment veux-tu qu'on te retrouve si on ne te nomme pas? Et pour lequel moi j'ai revisité tous les voyages qu'on avait fait. Et c'est pour ça que j'allais dire, quand on parle du finitude, ça m'a permis de me reprojeter, de revivre pratiquement tous les voyages et toutes les étapes de vie importantes qu'on a vécues ensemble. Et c'était extraordinaire, je n'aurais certainement jamais eu l'occasion de vivre ça. Ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire justement par rapport aux deux précédents que j'ai vécus, c'était accidentel, c'était brutal, il n'y a pas eu de communication du tout, il n'y a pas eu de... Et ici, j'ai pu, pour ce site qui est terminé, donc tout le travail est terminé, j'ai rescanné toutes les photos de rando qu'on a fait ensemble avec pas mal de personnes qui sont ici. Au Maroc, toute l'expérience d'Ariel Kaldi, tout ce qu'on a vécu là-bas et ici. Et je me suis dit, c'est magique parce que ce travail-là, c'est même pas un travail. Ce vécu-là, il est là, il fait partie. Donc d'une certaine manière, j'ai pu vivre 2 fois. Des partages? Est-ce que cette sérénité n'est pas... Enfin, vous avez eu l'acceptation évidemment du diagnostic, mais le fait d'accepter de savoir, est-ce que ça a été pour vous bénéfique ou une souffrance au départ? Parce qu'on n'a jamais prononcé le mot souffrance. Or, quand quelque chose est déclencheur comme une œuvre que vous êtes en train de construire, de vivre, et qui pour moi sera perpétuelle et qui traversera, je pense, des années, des siècles, et la vie, en fait, votre vie sera perpétuée longtemps, justement, par ce projet que vous êtes en train de faire tous les deux. Donc, est-ce que le fait de savoir, mais est-ce qu'il y a eu un moment où, justement, cette souffrance n'est pas déclencheur, en tout cas, des grandes œuvres de la vie, des grands textes littéraires, des grandes œuvres d'art? Et pour la vôtre, est-ce que c'était ce déclencheur-là ou c'était autre chose? Parce qu'il y a toujours un élément déclencheur quelque part. Oui. Ouais. Enfin, je suis très content que ce médecin m'ait dit clairement la gravité de la situation. Donc ça, je suis très content de ça. Ça a été déclencheur, évidemment, de la dynamique, et c'est assez rapide, les dynamiques de projet qu'on a mis ensemble. Mais
l'origine de peut-être avoir envie de transmettre, etc., elle était sans doute déjà avant, mais je l'aurais sans doute remise à plus tard, comme tout le monde. Je pense que tout le monde a envie, quelque part, de pouvoir passer le témoin, passer le flambeau, transmettre quelque chose, etc. Là, c'est une opportunité qui m'est offerte, mais je veux dire, l'envie, elle était peut-être déjà précédente, et puis ça a tout accéléré, quoi. Ça a tout accéléré, je pense. L'envie, c'est être en vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, enfin, je sais pas si j'ai bien. Oui, moi j'ai envie de dire quelque chose que je trouve très beau et que je ressens fort chez vous. J'ai une formation en Ayurveda et quand vous avez parlé de l'alimentation, de la méditation, le fait de la transmission. Et dans l'Ayurveda, il y a tout est cycle de vie et de mort. Donc il y a la naissance, il y a l'évolution, et puis il y a la mort. Et j'ai l'impression que dans la vie, quand on traverse quelque chose, que ce soit être confronté à la mort ou à un événement douloureux, donc j'en parlais justement avec ma voisine, forcément, quand la vie avance, on a de plus en plus de personnes qui disparaissent autour de nous. Et chaque fois, on se dit, on commence à relativiser. Alors on a une ébauche finalement de réflexion de ce que vous pouvez avoir parce que vous vivez au quotidien, mais très vite, on est happé par le quotidien, on revient dans ses travers, et puis un autre décès. Et là, j'ai l'impression que le fait que vous soyez de manière journalière, je vais dire, et tout le temps confronté à ça, que vous avez choisi de renaître, mais d'une autre manière. Et moi, je me dis que j'aimerais bien vous revoir dans quelques années encore, parce que dans ce que vous dites aussi, il y a enfin, peu importe mon histoire, on a tous nos histoires, mais dans mes recherches, c'est souvent des cancers, c'est souvent dans les métropoles où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, et que là où les personnes vivent le plus longtemps, c'est au Japon. Ce sont des personnes qui justement continuent à se sentir utiles, qui sont dans la transmission, qui sont respectées, aimées, et qui ont des relations avec leurs enfants. Donc je trouve que... voilà, j'espère qu'en tout cas vous... J'ai pas de questions à vous poser, mais j'espère que dans quelques années, on pourra vous voir encore. Parce que vous avez en tous... Ouais, mais sinon vous rayonnez tous les deux. Merci. Avec les yeux bridés, comme une lapone. Oui. Moi, il y a quelque chose... Bon, déjà, je vous remercie vraiment de rentrer à ce point dans cette intimité, etc. Je trouve que c'est un énorme cadeau que vous nous faites aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est cette histoire de chance, de pouvoir dire, en fait, face à un diagnostic qui pourrait être vraiment pris par... Enfin, voilà, chacun vit comme il peut et comme il le veut. Mais de dire, voilà, c'est vraiment une chance, en fait, aujourd'hui, d'avoir pu être face, justement, à cette idée de temps, en fait, de savoir que mon temps était compté. Et moi, avec mes amis, on se pose souvent cette question, est-ce que tu veux savoir la date de ta mort? Enfin, est-ce que tu veux savoir quand tu vas mourir, ou est-ce que tu préfères ne rien savoir? Et en fait, du coup, avec cette histoire de temps, j'aimerais bien pouvoir vous poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si vous pouviez le savoir, est-ce que vous préfériez le savoir ou justement rester dans cette incertitude, vu que cette histoire de temps vous permet aussi d'aller au bout de vos idées et de vos projets, quoi. Un peu, voilà, ma vision pour ça. Ouais, comme bon, on préfère pas le savoir, je pense. Mais non, c'est simplement, moi, on m'a donné une petite précision. Mais il y aura une durée, et en même temps, elle se confirme pas. Parce que tu fais partie d'un très petit nombre, parce que la survie, quelque part, c'est une courbe de Gauss comme ça, donc voilà, on peut donner le temps comme ça, et le nombre de morts par rapport à un diagnostic, et ça fait une courbe comme ça. Et puis, donc au sommet, c'était 7 mois. Et puis donc ça veut dire que la majorité des gens ils ont entre 6 et 8 ans, on va dire, pour ça. Et puis voilà, moi je suis dans les 5-10% qui sont dans la courbe là, qui va vers
Donc je suis, oui, C'est je chouette dis ça, d'être- je suis une sorte de survivant. J'y prends goût. Il y a peut-être une autre groupe. Il y a peut-être une autre groupe. Mais non, on prend goût à survivre. Donc s'il y a un an, je pensais que c'était très proche. Aujourd'hui, je me dis, puisque j'ai quand même passé déjà tout ça, ça peut encore durer. Et tant mieux. Et j'ai pas tellement envie qu'on me dise, non, vous savez là, on vous a déjà donné 3 fois le temps. Maintenant c'est fini, là, soyez raisonnable. N'en demandez pas trop. etc. Non, je suis pas dans ce rapport-là. Je me dis, donc le temps qui s'était raccourci se reprolonge. Et ça m'ouvre plein de possibilités, très apaisées, de vivre pleinement tout ce qui reste. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si ce n'est que tu répètes à satiété que tu es en train de Un traitement, en fait. Non, je dis si ce n'est qu'il y a toujours une discussion entre nous où j'ai toujours un moment de... Quand il me dit de manière récurrente qu'il est de toute façon un traitement palliatif. Parce que j'ai appris ça aussi, qu'il y a trois types de traitements, les préventifs, les curatifs et les palliatifs. Et les médecins me confirment bien que je suis en traitement palliatif. On n'est pas en train d'essayer de me guérir, on est en train d'essayer de prolonger ma vie, tout simplement. Parce que c'était incurable. Parce que les cancers, il y a le couteau, le feu et le poison, enfin un gros couteau, la chirurgie, le feu, la radiothérapie, et puis le poison, la chimiothérapie, et les immunothérapies, etc. Les gens qui en sortent, c'est 85% la chirurgie, semble-t-il 13% la radiothérapie, et puis le poison, il ne guérit pas, ou à 2%, un truc comme ça. La chimiothérapie, c'est pour empêcher des récidives ou c'est pour essayer de prolonger la survie. Donc voilà, c'est ça. Et donc en gros, ce qu'on m'administre, c'est classé dans les traitements palliatifs. Si ce n'est que l'essai clinique que tu entames demain a quand même pour objectif, c'est un nouveau médicament, je ne sais pas si c'est un traitement palliatif. Je pense que oui. Voilà. Enfin bon, bref, c'est une discussion qu'on a entre nous. Mais c'est vrai que le mot palliatif, il fait peur. Mais là aussi, je veux bien l'assumer, quoi. Je veux dire, je suis un traitement palliatif. Point. Je suis en survie, mais c'est bien. Oui, on peut le vivre positivement. Quoi. Oui, si on comme vit dire, positivement. je fais partie des 5% des gens qui sont en vie après le truc comme ça. Oui, ben voilà, c'est magnifique, non? Vous n'avez aujourd'hui plus peur de la mort. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Quel processus faut-il traverser? Oui, voilà. Mais je pense que là aussi, ça ne s'est pas déclenché avec le cancer, ça, et le diagnostic comme le rapport au temps, peut-être. Je pense que je vois des amis qui ont peur de la mort, et moi je pense que j'ai jamais eu peur de la mort. J'ai l'impression que depuis que j'ai conscience de moi-même, quand j'étais jeune déjà, c'était quelque chose que j'ai intégré. Oui, je sais pas, j'avais une forme de familiarité avec ça. Et justement, ces fours à chaud, c'était amusant parce qu'on est dans notre génération, on ne parle pas de la mort. Et mes amis ne parlent jamais de la mort. Maintenant, j'ai l'impression que les jeunes parlent beaucoup plus facilement de la mort que nous. Non. Et là, ce qui nous a rejoint dans les 4 fêlés, comme on se dit nous-mêmes qui avons acheté ces sites d'anciens fours à chaud pour faire le truc, c'est qu'un jour, en fait, on cherchait des sponsoring chez les gros patrons Carrier, etc. Un jour, on a été reçu très défavorablement par le chef du bassin Carrier du Tournaisis. Et après, et c'était au petit matin. Et donc, on n'a pas bu, on a bu un café. Là, et en buvant un café, on a commencé à rigoler. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Quand on sera mort, on se fera enterrer là-bas. Et puis on a commencé à rire ensemble de notre propre finitude, quelque part. Et on s'est rendu compte que quelque part, ce qui pouvait nous relier entre nous, c'était peut-être qu'on avait cette sorte de détachement vis-à-vis de la mort, et ce qui a permis qu'on se développe ces projets de lieux de mémoire, etc. Mais c'est pas courant. Moi, avec d'autres amis, on
parle pas de la dédramatiser mort, en et c'est pas rigolant. possible. Quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est Donc, peut-être de faire ça, oui, de faire de la rendre visible. Oui, voilà, et le fait d'en parler, bah, De l'intégrer. de l'intégrer, ça fait du bien. Et le fait de proposer justement à quiconque veut participer à notre projet de planter son passe-mémoire de son vivant, mais ça dédramatise complètement. Il y a des gens qui se disent, mais comment vous pouvez vivre en passant devant le truc, il y a déjà votre nom gravé dans une pierre avec votre date de Il n'y a naissance. pas la date de la mort. Il n'y a pas la date de la mort. Non, mais c'est vrai que Non, mais il y a des gens que ça c'est choque. Il y a des gens que ça impressionnant. choque en disant, quoi, vous avez déjà votre sépulture. Bah oui, et alors, bon, et ça fait du bien. Mais même au niveau des enfants, je me souviens quand j'ai annoncé que j'avais un passe-mémoire, je ne sais plus si c'est Julie ou Sarah, l'une des trois, m'a dit, mais enfin maman, tu ne vas pas mourir demain. Et puis, bah, oui, si, mais c'était symboliquement important d'avoir déjà un lieu, un espace. Et c'est rassurant. En fait, c'est pas si apaisant. En fait. Apaisant, et on partage avec des gens qui partagent le projet, justement, cette sorte de non-angoisse de la mort, et c'est peut-être même ce besoin de dédramatiser la mort en faisant cet acte de choisir l'endroit où donc on parle beaucoup de ça avec les gens qui viennent, les 300 personnes maintenant qui ont choisi de rejoindre le projet des passeurs de mémoire. Et donc il y a des gens qui, quelqu'un qui a fait une fête avec tous ses amis pour la pendaison de crémaillère de sa résidence provisoirement secondaire. Vous voyez tout l'humour qu'il y a là-dedans. Mais donc, à partir du moment où on est capable de faire ça, eh ben, c'est sûr qu'on n'a pas réellement peur de la mort. On a déjà déconnecté le truc. Et vous n'êtes pas allé au Maroc souvent pour devenir musulman et avoir un espoir d'avoir 77 Voilà, je ne me suis pas converti à l'islam. Je suis bien servi à la maison. Une dernière réflexion pour être gardienne du temps le dimanche. Je ne sais pas si quelqu'un réflexion, question. Je voulais simplement savoir si vous pouvez noter les sites web là où on peut aller visiter à tourner. Je sais pas. Oui. Et les premiers livres, vous savez que vous avez lu, je sais pas combien de fois, vous avez lu, je sais pas combien de fois. C'était quel livre? C'est un manche-revers. C'est un manche-revers anti-cancer de ces manches. Ça s'appelle anti-cancer. Ça s'appelle anti-cancer. C'est vrai qu'il y a plein de recettes pour passer au mieux la période. Et quel sera le prochain projet? Ben ça justement c'est une grande angoisse. Oui. C'est d'écrire. D'écrire un livre, d'écrire un... Sur Marrakech peut-être. Sur Marrakech. Je vais le titiller tous les jours. Le livre qu'on offrira au collège. Allez, collègue. Au four à chaud, on peut, si par exemple vous voulez, Oui, une résidence, secondaire. Mais bien sûr, il y a des gens qui viennent de plus loin, mais c'est vrai que c'est un peu loin par rapport à... Mais je veux dire, quel est le problème? Non, il y a beaucoup de Bruxellois qui sont là, des gens du nord de la France aussi, et des gens, bien sûr, mais parfois, dans le projet de laisser, à ce moment, il y a l'idée que pour la famille, pour les gens qui resteront, ce sera un endroit pour matérialiser la mémoire de quelqu'un qui disparaît. Oui, il y a des projets un peu similaires, dans une forêt fertile, au soleil. Ça vaut le coup de visiter. Ça vaut le coup. C'est magnifique, magnifique. Au soleil. Il y a un bois dans lequel tu peux et adopter un arbre. C'est pas mal aussi. Finalement, c'est plus précieux. Oui. Alors, on peut rester entre nous et d'autres ont une nouvelle journée peut-être à entamer ce dimanche soir pour un dîner familial ou autre. Donc, on est un peu gardien du temps de clôturer pour ceux qui doivent nous quitter. C'est bien entendu, merci. Donc, bien entendu, c'est quelques fleurs pour qui symbolisent peut-être tout ce que vous faites pousser et fleurir en nous témoignant tout ce que vous venez de dire. Donc vraiment gratitude. Une autre manière
de vous remercier de ce que vous plantez, de ce que vous faites fleurir. C'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est amoureux de la nature, très poète, Jean Giono. Ah oui. Je ne sais pas du coup si vous connaissez ce petit livre. Oui. Ouais, voilà. Bon, alors ce sera à offrir. L'homme qui plantait des arbres. Voilà, ben, c'est un classique, mais mon cœur et mes yeux se sont penchés sur le livre en partageant tout ce qu'on vient de se partager. C'est l'histoire d'un berger qui lui, avait pour habitude de se promener dans la campagne avec une poche remplie de glands. Et donc avec sa canne, d'âge en âge, il en avait une, voilà, quand il avait besoin. Il posait des glands dans la terre. Et puis, mais je pense que c'est ça que vous faites avec nous. Donc, merci beaucoup. C'est gentil. Et ça, c'est pour boire le thé ensemble, puisque votre tasse, c'est bien libérée des trop des trucs, des trucs. Pouvoir, voilà, prendre des petites trucs au chocolat. Voilà. En tout cas, merci mille fois. Ce moment. Moi, je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus jusqu'ici. Je pense à ma famille qui est venue des Ardennes jusqu'à Lannes et à votre écoute. Et ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Merci.